Alors on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette conférence sur un thème qui finalement, une question que tout le monde se pose. Comment déplacer Saturne avec une galette des rois? Une sorte de tuto. Voilà, ça. Si jamais chez vous, vous avez envie de déplacer Saturne avec une galette des rois, ça peut vous prendre. Si vous vous ennuyez un jour, vous savez pas quoi faire, si je déplaçais Saturne... Et alors, vous allez voir que c'est totalement généralisable puisque vous pourrez même déplacer d'autres planètes avec d'autres objets, donc c'est totalement merveilleux. C'est plutôt cool. Se généralise très bien à toutes les configurations qui peuvent vous arriver dans votre vie de tous les jours. On peut se prendre pour le maître de l'univers, enfin en tout cas du système solaire. Déjà pour commencer, parce qu'on commence un petit peu, et puis ensuite on peut monter en gamme, mais le système solaire c'est déjà pas mal. Exactement. Alors moi je suis un petit peu fâché, à vrai dire, vexé, parce que j'ai pas eu la fève. Ouais. De toute façon, on s'est vu au mois de janvier et on a mangé une galette et en fait j'ai eu la fève. Donc je suis la reine. Attendez, la fève, c'est pas n'importe quelle fève, c'est une fève en forme de Saturne. Elle est quand même pas classe. Je l'ai lavée et tout. Hein. C'est pour ça que je suis d'autant plus fâché de ne pas l'avoir eu, parce que j'avais très envie d'avoir cette fève en forme de Saturne. Donc du coup il est vexé. Alors franchement, c'est vraiment pas cool. Et du coup, on s'est demandé, mais d'où elle vient cette tradition de la galette là? Il y a des gens qui savent pourquoi on mange une galette des rois au mois de janvier? Parce que c'est bon. C'est une excellente réponse. Ouais, ça a à voir effectivement avec la religion catholique. En fait, c'était l'histoire, c'est les trois mages, et qui étaient appelés les rois mages aussi. C'est pour ça qu'on tire les rois. Ils étaient consentants, hein, par contre, c'est très important. Et voilà, et en fait. On n'est jamais à côté d'une vanne pourrie, donc voilà, et ça c'est fait, et donc on a tiré les rois, et c'est moi qui ai eu la fève, et donc on s'est dit, mais du coup c'est bien parce que Saturne, en fait c'est une planète qu'on pouvait confondre avec des étoiles il y a 2000 ans, parce qu'on savait pas trop, enfin bon, ils avaient compris que c'était pas des étoiles parce qu'elles bougeaient, et en fait en grec, le verbe c'était planétès, et planétès ça voulait dire errant, et donc ils ont appelé les astres errants des planètes, pour les distinguer des étoiles qui, elles, ne bougent pas sur la toile cosmique. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a 2000 ans, donc, les rois mages ont vu une étoile dans le ciel, et c'est là qu'ils se sont dit, tiens, on va suivre cette étoile et on va tomber sur un prophète. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Alors, oui, je vais vous lire un passage de la Bible dans une conférence scientifique. Voilà, je ne pensais pas faire ça un jour. Merci d'être là pour assister à ça. Alors en fait dans la Bible c'est marqué, c'est écrit Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son astre. Et donc du coup, il y a des astronomes qui se sont dit, mais ils ont peut-être vu quelque chose dans le ciel qui les a dirigés vers l'Orient. Et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors il y avait plusieurs réponses à ça. Ils auraient pu voir une supernova, par exemple. Une supernova, c'est une étoile qui explose et qu'on ne voyait pas avant, qu'on voit pendant un certain temps. Ça peut durer plusieurs mois et qui est très brillant dans le ciel. Et puis ensuite qui s'éteint. Mais le truc c'est que dans les archives historiques, on a des archives de supernova. Par exemple les Chinois ont dit en avoir vu une à peu près autour de l'an 1000. Mais 2000 ans avant notre ère, on n'a pas d'archives. Alors, on n'a pas d'archives, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu une, évidemment, mais ils se sont dit, bon, c'est peut-être pas une supernova. Alors, ça aurait pu être une comète, mais une comète, c'est un peu plus faiblard qu'une étoile, puis il y en a quand même pas mal, donc pourquoi cette comète-là les aurait fait bouger plutôt qu'une autre? Puis ils se sont demandé peut-être pourquoi pas la comète de Halley, et en fait, ils ont calculé, et la comète de Halley est passée en moins 66 avant Jésus-Christ. Donc ils se sont dit, bon, ça, c'est un petit peu loin quand même, ça correspond pas tellement. Après, ils se sont demandé si c'était pas une étoile filante, mais bon, c'est pareil, les étoiles filantes, il y en a quand même pas mal, donc pourquoi une étoile filante plutôt qu'une autre, voilà. Et en fait, ils se sont demandé, mais il n'y avait pas des conjonctions spéciales de planètes à peu près autour de la naissance de Jésus. Et donc, ils ont calculé et ils se sont rendus compte qu'en moins 7, il y a eu une conjonction Jupiter-Saturne. Et non seulement il y a eu une conjonction, mais il y en a eu 3. Une conjonction, c'est quand Jupiter et Saturne, en l'occurrence, sont l'une à côté de l'autre dans le ciel. Et en fait, il y en a eu une, que je ne dise pas de bêtises, en juin, c'est-à-dire en juin, elles se sont trouvées l'une à côté de l'autre, en septembre et en décembre de la même année. Et ça, c'est quand même super rare. Et donc, voilà, les astronomes se sont dit, bon, c'est peut-être parce qu'ils ont vu 3 fois la même conjonction dans la même année qu'il y a peut-être
être un signe. Et il se trouve qu'en plus, ces 3 conjonctions, elles se sont retrouvées dans la même constellation, et en l'occurrence la constellation des Poissons. Et à l'époque, les scientifiques pensaient qu'une constellation correspondait à un aspect, à un endroit géographique précis. Et la constellation des Poissons, c'était pour la Palestine. Et donc une conjonction Jupiter-Saturne qui, dans leur cosmogonie de l'époque, ils pensaient que c'était dû à la naissance d'un mage ou d'un prophète. Donc du coup, conjonction Jupiter-Saturne, naissance d'un prophète, dans la constellation du Poisson en Palestine. Donc ils sont allés en Palestine, ils ont cherché un prophète. Ils sont tombés sur Jésus. Bon, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre, mais c'était Jésus. Voilà. Et il se trouve que l'année d'après, en février -6, il y a eu encore une conjonction Jupiter-Saturne avec la Lune et Mars. Donc voilà, on avait tout un tas d'astres et voilà, ils se disent que peut-être en -6, -7 avant Jésus-Christ, c'est ça qui les ont déplacés vers Jésus. Donc voilà. Mais pourquoi ils ont pu calculer ça? Ben oui, parce que quand même, cette histoire est assez extraordinaire, mais le plus extraordinaire là-dedans, c'est quand même l'aspect scientifique. C'est-à-dire, comment les astronomes de notre époque, donc, réussissent à connaître le ciel de cette époque. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y avait dans le ciel en -6 ou à n'importe quelle époque, à n'importe quelle année, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, de temps très ancien, on peut remonter sur des millénaires et dire à tel moment il y a eu une éclipse, à tel moment telle planète était à tel endroit dans le ciel. Et ça, c'est assez fascinant de se dire qu'on a ce pouvoir de remonter le temps, ce pouvoir de déduire la position des planètes, y compris sur des temps où il n'y a pas d'archives astronomiques. On a des archives astronomiques qui remontent à quelques milliers d'années, mais on peut remonter beaucoup plus longtemps grâce à la science d'aujourd'hui, grâce à la science physique et grâce aux mathématiques. Et alors ça, pour le comprendre, il faut voir comment évoluent les astres dans le ciel, les astres dans l'univers, et voir si on peut le modéliser d'une certaine manière. Prenons une planète. J'ai une planète sur le tableau. Saturne. Imaginons que Saturne se déplace dans le ciel à une certaine vitesse. C'est là que le micro plus les 2 objets vont commencer à devenir compliqués. Tu veux bien me faire toute une organisation. Saturne se déplace avec une certaine vitesse qui peut se représenter par... Fais attention avec le micro. Non mais c'est pas parce que t'es la reine que... Bref, comme ça. Et donc, la vitesse de Saturne dans le ciel peut se représenter par ce qu'on appelle en mathématiques un vecteur qui peut se représenter sous forme d'une flèche comme ceci. Voici donc le vecteur vitesse de Saturne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au bout d'une unité de temps, eh bien, Saturne se sera déplacé de cette longueur. Saturne se trouvera là, ici. Donc, si... Je vais le reprendre. Parce que je vais le déplacer en même temps. Si Saturne ne subit aucune force, eh bien, le vecteur vitesse ne va pas changer. Donc, il est toujours là. Donc, le vecteur vitesse... Vous ne l'avez pas vu, celui-ci. C'est pas facile, c'est pas facile. Ah oui, alors ça, c'est toute une... On avait tout prévu sur ça. Donc, le vecteur vitesse reste le même. Et donc, Saturne se trouve ici au bout de 2 unités de temps. Le vecteur vitesse reste le même. Donc, Saturne se trouve ici au bout de 3 unités de temps. Et le vecteur vitesse reste le même. Et Saturne... Vous avez compris le principe? Ok. Encore. Attends. Vas-y. Juste les gestes. Tu fais juste les gestes parce qu'on a eu l'explication. Du coup, voilà, tu vas pouvoir te déplacer librement. Voilà. Hop, 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 et Saturne se déplace. C'est magique, c'est merveilleux. Je pense qu'on peut l'applaudir. Tout ceci, bien sûr, n'est vrai que si Saturne ne subit aucune force extérieure. Elle va en ligne droite, indéfiniment, elle sort du système solaire et puis elle file dans l'univers aussi longtemps que... Voilà, sans jamais avoir de trajectoire modifiée. Seulement, là ça va devenir très... Je pense à ce qui va arriver après, ça va devenir sportif. Seulement, Saturne subit des forces, et en particulier subit la force
d'attraction du Soleil. Et cette force d'attraction, c'est en particulier un très grand savant, peut-être l'un des plus grands physiciens de tous les temps, qui l'a découverte. Einstein. Non, c'est pas Einstein. Non, c'est pas Einstein. Galilée. Non, c'est pas Galilée. Copernic. Non, c'est pas Copernic. Blaise Pascal. Non, Je suis sûr Jean-Pierre que vous- Bruno. Je suis sûr que dans la salle, vous l'avez. Cédric Villani. Roland Lehoucq. Exact, voilà, tu vois. Et eux, ils n'ont pas préparé la conférence pourtant. C'était donc Isaac Newton. Isaac Newton qui a découvert que la force qui s'applique, la force de gravitation qui s'exerce entre deux corps, donc par exemple entre le Soleil et Saturne, est égale à une constante, un nombre qu'on appelle la constante de gravitation universelle, que l'on multiplie par le produit des deux masses des deux corps concernés et que l'on divise par la distance au carré. À tes souhaits. Viens ici, tu vas faire le Soleil. Ah, j'aime bien ça. Alors J'ai une attention. basket dorée, alors du coup ça va bien. Je suis le soleil, donc, comme chacun voit. Saturne Ouais, se trouve au-dessus de toi d'accord. et se déplace avec une certaine vitesse. Comme, oui, ça va devenir compliqué, forcément. On n'avait pas prévu les micros, on n'avait pas prévu les micros. Ça va devenir compliqué pour nous, mais ça risque de devenir drôle pour vous. Donc Saturne se déplace avec une certaine vitesse. Donc au bout d'une unité de temps, Saturne se trouvera là. Seulement, que fait la force d'attraction du Soleil? Elle modifie elle ne va pas non pas directement modifier la position de Saturne, mais va modifier sa vitesse. La vitesse ne va pas rester comme la flèche verte, mais va être modifiée par une petite flèche rouge. La flèche rouge va être dirigée vers le Soleil. C'est moi. Et cette flèche rouge, eh bien, elle signifie que le vecteur vitesse va donc On va oublier Saturne. Vous voyez, Saturne, elle est au bout de la flèche verte, là. Elle est ici. Vous allez faire preuve de beaucoup d'imagination. Vous la voyez, elle est là, Saturne. En mathématiques, les mathématiques sont une science de l'abstraction. Les planètes sont des points. Les trajectoires sont des trajectoires parfaitement géométriques. Et les vecteurs existent parfaitement. Voici un vecteur dans l'espace. Saturne est au bout. Et donc, le vecteur vitesse va être modifié et va être légèrement incurvé du fait de l'attraction du Soleil. Tourne va donc se déplacer, puis la trajectoire va être encore incurvée du fait de l'attraction du Soleil, va se déplacer, ça tourne autour, et de cette façon-là, le Saturne tourne autour du Soleil. Qui est très massif. Pour pouvoir calculer très précis, oui, très massif. Pour pouvoir... La gravitation, ça attire vers le centre de la Terre, c'est ça. Pour pouvoir calculer, tout à l'heure nous avons calculé la trajectoire de Saturne quand il n'y avait pas de force, c'était très facile, c'était une ligne droite. Cette fois, pour pouvoir calculer la trajectoire de Saturne, il faut connaître la longueur de cette petite flèche rouge. Cette petite flèche rouge, c'est de combien est modifiée la flèche verte, c'est-à-dire la vitesse, à chaque unité de temps. Et cette flèche rouge, sa longueur, elle est précisément donnée par la formule de si vous le faites exprès, par la formule d'Isaac Newton. Et pour mesurer la longueur de cette flèche, eh bien, on utilise justement donc, cette formule. On prend la constante de gravitation G, qu'on multiplie par la masse du Soleil et qu'on divise par la distance au carré. On a ainsi ce qu'on appelle l'accélération, c'est-à-dire la modification de la vitesse de Saturne. En faisant ça, eh bien, on peut pas à pas regarder où est Saturne après une unité de temps, 2 unités de temps, 3 unités de temps, et on en déduit que qu'elle forme une trajectoire qui est parfaitement elliptique. Grâce à ça, je vais descendre maintenant. Merci Soleil. Merci à toi. Je vais remettre ta couronne Ah oui. qui est tombée dans la... Grâce à ça, eh bien, on peut prédire la position de Saturne dans le temps. C'est-à-dire qu'on fait ça un certain nombre d'étapes, puis plus on fait d'étapes, plus on va loin dans le temps. Et puis ce processus, il peut aussi marcher à l'envers. Donc si on le répète à l'envers, eh bien, on peut remonter dans le temps et on peut déduire où était Saturne il y a un certain nombre d'années, un certain nombre de siècles, un certain nombre de millénaires.
Et Saturne tourne donc autour du Soleil, comme ça, selon cette ellipse parfaitement calculée, et elle tourne indéfiniment, ce qui permet donc de connaître la position à la fois de Saturne, mais aussi de toutes les planètes du système solaire, et de tout ce qui s'y trouve, tout ce qui se trouve dans le système solaire en général. Ouais, mais la loi de Newton, c'est pas la loi de l'attraction universelle? Effectivement. Ah. Dans ce qu'on vient de vous dire, il y a effectivement un petit truc qui marche pas tout à fait. Petit léger détail. C'est un petit léger détail qui fait que c'est pas tout à fait vrai. Et alors, parce que la loi de Newton, c'est la loi de gravitation universelle. Universelle, ça veut dire que deux corps dans l'univers s'attirent l'un l'autre, quel qu'il soit. Selon leur masse et selon leur distance et selon la formule de Newton qui dit que c'est la constante de gravitation universelle multipliée par le produit de leur de masse divisé par la distance au carré. Ah, tes souhaits. Bref, Saturne est effectivement attiré par le Soleil. Mais le Soleil est attiré par Saturne. C'est magnifique, c'est formidable. Mais si le Soleil est attiré par Saturne, la gravitation universelle fait que tout corps s'attire mutuellement, du coup Saturne est aussi attiré par Jupiter, puis par Uranus, puis par Neptune, puis par la Terre, puis par Vénus, puis par Mars, puis par Pluton, par Cérès, par 67P, Churyumov, Gerasimenko, et puis par la comète de Halley, et puis par Michael Launay aussi. Saturne est attiré par Michael Launay, qui est, comme on le voit, pas très massif, mais quand même, qui est un corps massif, et puis par la Fève aussi, qui est là. Par moi aussi, et par vous, par la caméra, par tout le monde en fait. Absolument tout ce qui a une masse attire Saturne. Donc vous, moi, la planète, le Soleil, même les galaxies qui sont ailleurs dans l'univers, tout attire Saturne. Tout attire Saturne, mais la loi reste vraie. La loi de gravitation universelle reste vraie. Quand les savants s'en sont rendus compte de ça, que le Soleil n'était pas le seul à attirer les planètes, mais que, en particulier, après Newton, il y en a qui se sont posé la question et qui se sont dit, bon, effectivement, il va falloir faire des petites corrections. Et quand ils ont calculé les trajectoires de Saturne, ils se sont dit, on va rajouter l'attraction de Jupiter, et puis on va rajouter l'attraction d'Uranus, et puis on va rajouter l'attraction des autres corps qui se trouvent autour et qui vont modifier un peu leur trajectoire. Ceci dit, les calculs sont toujours faisables, toujours grâce à ce fameux vecteur vitesse auquel on ajoute, qui est modifié par le vecteur accélération. Et pour cela, sauf que la longueur de la flèche rouge n'est plus modifiée, n'est plus calculée uniquement par l'attraction entre le Soleil et Saturne, mais aussi par l'attraction entre Saturne et Jupiter, entre Saturne et Uranus, entre Saturne et la Terre, entre Saturne et la Fève, entre Saturne et vous, tous, vous avez une influence sur Saturne. Donc d'une certaine manière, là, vous tous qui êtes ici, eh bien si vous n'étiez pas là, vous n'attireriez pas Saturne de la même manière que si vous étiez ailleurs. Et donc la trajectoire de Saturne ne serait pas exactement la même. Mais non. Mais le problème que ça pose en fait, c'est est-ce que le système solaire est stable finalement? Est-ce qu'on va avoir toujours la même position de Saturne? Est-ce qu'on peut la calculer indéfiniment dans le passé et indéfiniment dans le futur? En fait, il y a une personne, un génie des mathématiques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, qui s'appelle Henri Poincaré. Alors Henri Poincaré, c'est ce monsieur. Voilà, je vous présente Henri Poincaré. Henri Poincaré, le public, Henri Poincaré, voilà, les présentations sont faites. Et en fait, ce mec-là, il s'est demandé si vraiment le système solaire serait stable. Et pour simplifier ses calculs, non mais ça va, voilà. Pour simplifier les calculs, en fait, il a pris un problème avec seulement 3 corps, un système à 3 corps, dont l'un aurait une masse nulle, pour simplifier encore plus le truc. Et donc, il a fait ses calculs avec un système à 3 corps, dont un de masse nulle, et puis, en fait, il en a fait un mémoire. Et il a prouvé mathématiquement que ce système à 3 corps serait absolument stable. Et donc, par là, il a dit le système solaire sera stable également. Et il a présenté ce mémoire à un concours organisé par le roi Oscar II de Suède. Concours très bien doté, c'est-à-dire qu'il y avait de l'oseille à gagner. Et en fait, il a gagné le concours avec des résultats qui étaient absolument révolutionnaires. Il a gagné le concours avec ce mémoire. Et donc évidemment, il est devenu très célèbre, il a eu des tas d'articles dans des tas de journaux grand public. Enfin voilà, c'est devenu Beyoncé quoi, le mec. Et il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Et non mais c'est vraiment. Et pour l'époque. Et en fait,
ce mémoire, il devait être publié dans une revue mathématique qui faisait référence, mais avant toute publication, évidemment, il y a des relecteurs, pour être sûr qu'il n'y a pas 2-3 petites bêtises qui traînent par-ci par-là. Et donc, avant publication dans cette revue, il y a un relecteur qui s'est penché sur le manuscrit, et le relecteur a trouvé 2-3 petites erreurs. Donc c'est pas grave, il a envoyé une lettre... 2-3 petites. 2-3 petites. Il a envoyé une lettre à Poincaré en disant « Bon, là, mec, t'as un peu merdé, bon, vérifie ça quand même, dans un coin, etc. » Donc Poincaré a revu sa copie, il a effectivement vu qu'il y avait quelques erreurs, donc il a essayé de rajouter un truc par là, rajouter un paragraphe, etc. Bon, pour que ça tienne à peu près le coup, et il a renvoyé son manuscrit au relecteur, qui l'a relu, parce que c'est un relecteur, c'est son job. Et le relecteur a dit non mais vraiment là c'est complètement, enfin c'est un petit peu faux, et puis là aussi ça tient pas trop debout, etc. Donc il a renvoyé le manuscrit à Poincaré, qu'il a revu, et là Poincaré, je sais pas, il devait être pourri quand il a fait son manuscrit de base. En même temps il est Poincaré, donc ça veut dire qu'il était rond, hein, ce qui est plutôt cohérent. Voilà, ça c'est fait. Michael n'avait pas signé pour ce genre de vanne. On ne l'avait pas fait à la répétition, en fait. C'est cadeau, c'est pour toi. Et en fait, non, il s'est rendu compte vraiment que tout était acheté à la poubelle et qu'il avait vraiment fait des erreurs de débutant au niveau de la base de son raisonnement et que donc tout se cassait la figure. C'était un petit peu emmerdant parce que donc il avait gagné le concours sur un résultat qui était complètement faux. Si je peux me permettre quand même, la notion d'erreur de débutant dépend quand même du niveau où on est. Hein. C'est-à-dire que... On est d'accord. C'est pas planté en additionnant des fractions, par exemple. Hein. C'est pas une erreur de... Mais enfin, étant donné son niveau, effectivement, on peut considérer que c'était une erreur de débutant. Bah, c'était ballot, quoi. Voilà, pour son niveau. Donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé... Enfin, il a envoyé un pigeon voyageur, parce qu'il n'y avait peut-être pas de téléphone à l'époque. Le directeur de la revue mathématique en question, il a dit, écoute, voilà, je suis un peu emmerdé, tout est faux. Bon. Et puis, il y avait déjà des trucs qui avaient été imprimés. Donc le directeur de la publication s'est pas démonté, il a fait écoute, c'est pas grave, je vais rappeler hein, tout ce qui a déjà été imprimé, je vais tout mettre au pilon et puis on va recommencer. Donc il a tout rappelé, il a vraiment rappelé tous les exemplaires, il a réussi, il a tout foutu au pilon et il a envoyé la note à Poincaré quand même parce qu'il faut pas déconner. Hein. Poincaré qui avait reçu le chèque du concours, donc qui a pu bah voilà, rembourser même si le prix était au-delà de ce qu'il avait gagné, tant pis pour lui, c'est le coût de l'erreur. Et en fait, Poincaré, il a repris tous ses calculs depuis le départ et il a prouvé exactement l'inverse de ce pourquoi il avait gagné le concours, c'est-à-dire qu'il a prouvé qu'en fait le système solaire était complètement instable à long terme. Et alors c'est quand même une erreur relativement fructueuse, parce que en démontrant ça, eh bien, il a ni plus ni moins qu'inventé ce qu'on appelle la théorie du chaos aujourd'hui, qui est une des théories les plus merveilleuses et les plus fascinantes qui existent aujourd'hui en mathématiques, avec plein d'applications. Alors pour comprendre la théorie du chaos, rien de tel qu'une galette des rois. Imaginez que vous êtes chez vous et vous voulez préparer une galette des rois, donc avec une pâte et puis de la fève. Alors vous prenez... Hop, je vais prendre d'abord celui-ci. Voici la pâte. Donc vous avez de la pâte, comme ça, vous la malaxez, puis vous l'étalez sur votre plan de travail, et puis vous lui donnez une forme carrée, comme ceci. Et puis, dans cette pâte, vous mettez une fève, un peu au hasard, où vous voulez, par exemple, ici, comme ceci. Vous avez donc votre pâte carrée avec la fève qui est cachée. Alors là, elle est visible, mais en réalité, elle est à l'intérieur, elle est cachée. Et puis là, vous vous munissez de votre rouleau à pâtisserie, et vous étalez cette pâte de façon à doubler la longueur du carré. Vous vous retrouvez donc avec un autre carré, comme celui-ci, hop, dans l'autre sens, voilà, et avec la fève qui s'est déplacée en conséquence. Vous voyez, la fève est au même endroit, elle a suivi, disons, la dilatation de la pâte, elle se situe au même endroit, mais dans un carré, dans une pâte qui est plus grande. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une pâte qui est un peu trop grande, donc vous allez plier la pâte comme ceci, de façon à revenir à un carré qui a exactement la même taille. De cette façon, la fève se retrouve... Alors là, ici, on ne la voit plus. Je vais faire une autre fève. Wow. Elle doit être à l'intérieur, on ne l'a pas pliée dans mon sens. Grosse production. Donc la fève se situe maintenant ici, alors qu'au départ, elle se situait là. Donc par ce procédé, en étalant la pâte, en multipliant par 2, et puis ensuite en repliant, la fève a changé de place. Mais dans la mesure où on connaît parfaitement le procédé, il est possible de
savoir à l'avance où va se retrouver la fève par ce procédé. Même si on ne la voit plus, même si elle est cachée dans la pâte, on sait qu'on a étalé par 2, on sait qu'on a plié, donc on peut déduire par un calcul où se trouve la fève après cette étape. Et puis on va recommencer. On va recommencer, donc on va étaler cette pâte, on va multiplier par 2, puis on va replier. Donc la fève va se retrouver encore à un autre endroit. Puis on va recommencer, on va réétaler, on va replier, elle va se retrouver encore à un autre endroit, et ainsi de suite. La question est, peut-on toujours comme ça calculer la trajectoire de la fève? Est-il possible de toujours déduire par des calculs mathématiques où se trouve la fève à n'importe quel moment? En théorie, la réponse est oui. En théorie, il n'y a pas de problème parce qu'on sait, on connaît tous les processus par lesquels on transforme la galette, on fait à chaque fois une multiplication par 2 et des pliages. Donc à chaque étape, on peut dire, après la première étape, la fève est là, après la deuxième étape, la fève est là, après la troisième étape, la fève est là, etc. Seulement, il y a un petit problème. C'est qu'au début, quand on regarde la position de la fève, est-on sûr de connaître la position de la fève avec une précision infinie? Est-on sûr de savoir où elle est exactement? Et c'est là que le problème se produit. Parce que imaginez que vous ayez la moindre petite incertitude, disons une incertitude d'1 millimètre sur la position de la fève. C'est-à-dire vous savez qu'elle est vers là, mais peut-être 1 millimètre plus à gauche, 1 millimètre plus à droite, on ne sait pas trop. Que va-t-il se passer quand vous allez étaler la pâte pour la multiplier par 2? Le millimètre deviendra 2 mm. Exactement. L'incertitude va elle aussi être multipliée par 2. Donc après la première étape, vous connaissez toujours la position de la fève, mais cette fois avec une incertitude de 2 mm. Après la deuxième étape, vous allez encore multiplier l'incertitude par 2, donc vous aurez cette fois une incertitude de 4 mm. Puis une incertitude de 8 mm, puis de 16 mm, et à chaque fois l'incertitude est multipliée par 2. Donc 32 mm, 64 mm, 128 mm, 256 mm, 212 mm, 1024 mm. Au bout de 10 étapes, vous avez une incertitude de 1024 mm, c'est-à-dire d'un peu plus d'1 mètre, sur une galette qui fait 20 cm de côté à peu près. Autant dire que vous ne savez plus du tout où est la fève. Autrement dit, même si vous savez exactement comment la galette est transformée, quelles sont les transformations qu'elle subit, même si vous connaissez parfaitement toutes ces équations, eh bien le simple fait d'avoir un tout petit doute sur le début fait qu'à la fin, au bout de quelques transformations, vous ne savez plus du tout où vous êtes. Cet effet-là, c'est typique de la théorie du chaos et c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon, un tout petit effet à un endroit, fait qu'après certaines transformations, eh bien, on a une grande incertitude et on ne peut plus du tout calculer où on en est après un certain nombre d'étapes, après un certain temps. Cet effet papillon, on le retrouve dans plein de configurations différentes et en particulier on l'appelle effet papillon parce qu'il s'applique en météorologie. Souvent ce qu'on dit c'est que si un papillon bat des ailes quelque part sur la planète, eh bien un siècle plus tard il peut provoquer un ouragan à l'autre bout de la planète. Pourquoi? Parce que le simple fait qu'il batte des ailes, eh bien ça va mettre l'atmosphère, globalement l'état de l'atmosphère, dans un état un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'à l'endroit où il aura battu des ailes, il y aura un petit peu plus de pression, un tout petit peu plus chaud, ce sera très légèrement différent. Seulement, les équations d'évolution de l'atmosphère font que cette différence entre l'état initial et l'état final, entre l'état de départ et puis l'état après le battement d'aile de papillon, eh bien, va s'accentuer. Et si c'est une toute petite différence de pression au début, eh bien, elle va augmenter, et au final, la météo dans un siècle ne sera plus du tout la même que le papillon ait battu des ailes ou qu'il n'ait pas battu des ailes. C'est ça qu'on appelle l'effet papillon. Alors, ça ne veut pas dire que le papillon provoque l'ouragan pour autant, parce qu'il peut tout aussi bien en avoir empêché des ouragans. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé les conditions initiales, qui fait que ça va évoluer différemment. Et ce qu'a découvert Poincaré dans son fameux article, c'est que l'univers en entier, et en particulier le système solaire, est une galette des rois. C'est-à-dire qu'elle est chaotique, c'est-à-dire que si on a la moindre petite incertitude sur la position de départ d'un astre, eh bien d'un seul coup, on ne peut plus prédire à long terme ce qui va se passer. Parce que si vous remplacez le millimètre de tout à l'heure par des millions de kilomètres, là on a des ennuis quand même. On a pas mal d'ennuis. Alors effectivement, on a pas mal d'ennuis, mais par contre, ce qu'on peut se demander, c'est au bout de combien de temps est-ce que l'incertitude, elle devient très forte? Et ça, c'est calculé, et le chiffre, c'est qu'on peut faire des calculs jusqu'à 60 millions d'années dans le futur. C'est-à-dire qu'après 60 millions d'années, on n'est plus sûr de rien, en fait. C'est-à-dire que si on remonte dans le passé, pareil, à l'époque où sont disparus les dinosaures, il y a 65 millions d'années, c'est vraiment
la limite à laquelle on peut être sûr de la position des astres, à peu près sûr. Si les rois mages avaient été des dinosaures, on n'aurait pas pu savoir ce qu'ils avaient vu dans le ciel. Ça aurait été plus compliqué de se mettre sur un texte et de dire ah bah, peut-être que c'était ça, peut-être que c'était ça. Donc voilà, donc en fait, dans 100 millions d'années, on ne sait pas du tout où seront les planètes. Tout ça, c'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Exactement. Alors quand même, il y a une autre question qu'on peut se poser à partir de ça, c'est alors on ne sait pas où sont les planètes, mais on peut se demander quand même si globalement c'est stable, si elles vont quand même suivre les mêmes trajectoires. C'est-à-dire, peut-être que Saturne ne sera plus au même endroit, mais peut-être qu'elle sera toujours sur la même trajectoire. Elle sera juste à un endroit différent de sa trajectoire. Alors ça, pendant très longtemps, les scientifiques ont pensé que le système solaire était stable dans ce sens-là. C'est-à-dire que, certes, on ne savait plus où étaient les planètes exactement, mais elles restaient globalement au même endroit, sur à peu près les mêmes trajectoires. Et ça a été vrai jusqu'au début du XXIe siècle, de notre siècle. Ça fait seulement quelques années que des simulations ont été menées et qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, non, il pouvait se passer des trucs assez catastrophiques. Alors, ça a quand même assez peu de chances de se produire. Environ une chance sur 2500, en tout cas d'après les simulations qui ont été menées, notamment par une équipe de chercheurs, notamment menée par Jacques Lascar, qui est un astrophysicien, et qui a mené des tas de simulations informatiques. Alors comment est-ce qu'on mène ce genre de simulation informatique? Eh bien on prend la position du système solaire tel qu'on la connaît aujourd'hui, et puis on lance l'ordinateur et on lui fait calculer comment sera le système solaire dans 100 millions d'années, dans 200 millions d'années, dans 20 milliards d'années, etc. On trouve une certaine position. Et puis on recommence, mais seulement la position de la Terre, par exemple, on l'avait déterminée à un certain endroit, mais on la déplace de 15 mètres. Parce qu'à 15 mètres près, on ne sait pas où est la Terre précisément. La précision de où est la Terre, elle n'est pas donnée avec une telle précision. Elle est beaucoup plus approximative. Donc on prend la même simulation, mais on la lance avec la Terre 15 mètres plus loin. Ou alors avec un astéroïde quelques centimètres plus loin. Ou avec Mars un tout petit peu plus proche. Et puis on le relance. Et on voit ce que ça donne. Et on se rend compte qu'on ne trouve pas du tout la même configuration au bout d'1 milliard d'années, 2 milliards d'années. Et sur les 2500 simulations qui ont été lancées comme ça, la plupart ont montré que le système solaire était à peu près stable. Mais il y en a quand même quelques-unes qui ont montré qu'il pouvait y avoir quelques catastrophes qui se produisent. Et quand on parle de catastrophes, c'est genre Mercure tombe dans le Soleil, ou la Terre se prend Vénus en pleine poire, ou bien Mars est complètement éjecté du système solaire. Donc on parle de catastrophes un petit peu cataclysmiques hein, quand même, c'est l'apocalypse. Hein, mais il y a quand même très peu de chances que ça arrive. Enfin, il y a plus de chances que tout ça arrive que vous n'ayez de chance de gagner au loto. Ça remet un petit peu les choses en contexte. Donc il peut se passer des trucs bizarres dans le système solaire, mais ça c'est à 3,31 milliards d'années. Donc on a quand même un petit peu le temps de voir venir, hein, globalement. Mais ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent mathématiquement arriver à l'avenir. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si ça peut arriver à l'avenir, des changements d'orbite comme ça de planètes autour du Soleil, eh ben, on s'est dit, mais pourquoi, si ça peut arriver à l'avenir, est-ce que ce ne serait pas arrivé dans le passé? Et en fait, effectivement, encore au début du XXIe siècle, on pensait que les planètes étaient toujours au même endroit depuis qu'elles étaient nées, et entre le moment où elles étaient et aujourd'hui. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que il y a un modèle théorique de formation du système solaire qui a été théorisé, qui s'appelle le modèle de Nice. Donc on est dans la bonne ville pour en parler. Parfait. Voilà. Et en fait, ce modèle de Nice, qu'est-ce qu'il explique? Alors c'est des simulations informatiques, hein, beaucoup, le modèle de Nice. Et il explique qu'en fait, à la formation du système solaire, les planètes se sont formées pas du tout à l'endroit où elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que les planètes, et notamment les grosses, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, ont migré. Donc oui, même les planètes migrent. Il faudrait expliquer ça aux politiques. Voilà. Donc même les planètes migrent, c'est-à-dire que par exemple Jupiter qui s'est formé à 3,5 unités astronomiques du Soleil, donc à peu près à 450 millions de kilomètres du Soleil, elle a migré ensuite beaucoup plus proche du Soleil, à peu près 1,5 unités astronomiques, donc à l'endroit où Mars se trouve aujourd'hui, ce qui explique peut-être que Mars soit si petite par rapport à la Terre, par exemple, parce que Jupiter l'a perturbée, elle n'a pas pu avoir d'autres matières à agréger autour d'elle, parce que la gravitation de Jupiter l'en empêchait. Et se rapprochant du Soleil, ensuite Saturne s'est avancée aussi, et par des effets de résonance un peu compliqués, elles ont réémigré vers le système solaire extérieur, en emmenant avec elles Uranus et Neptune, qui s'étaient rapprochés aussi, puis qui finalement sont allés plus fort. Bref, tout ça pour dire que le modèle de Nice,
ça explique qu'à la formation du système solaire, les planètes n'étaient pas du tout au même endroit où elles sont aujourd'hui. Et qu'il y a une histoire, de déplacement, de migration des planètes, qui explique aussi qu'il y a eu un grand bombardement tardif, 800 millions d'années après la naissance du système solaire. Enfin, ça explique beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de questions en suspens, ça n'explique pas tout, mais en tout cas, le modèle de Nist, dans la formation du système solaire, c'est celui qui est le plus partagé aujourd'hui pour expliquer cette formation et cette naissance du système solaire et les planètes là où elles sont aujourd'hui. Voilà, donc dans le passé, il y a eu aussi cette espèce de théorie du chaos qui fait que tout bouge sans cesse et que ça peut aussi bouger à l'avenir. Je crois qu'il est temps maintenant de déplacer Saturne et de vous dire comment on fait alors pour déplacer Saturne. Je crois que vous avez tous les éléments en main. Alors pour cela, je crois qu'on va avoir besoin de la fève. Voici la fève de Saturne. Alors on a déjà déplacé la fève, c'est déjà une bonne chose. Maintenant on va essayer de déplacer le vrai Saturne. Vas-y Florence, je t'en prie. C'est impressionnant. Hein. Que vient-il de se passer? La fève est tombée. En tombant, elle a heurté la Terre. Quand deux objets se heurtent, eh bien leur trajectoire est modifiée. La trajectoire des deux objets est modifiée. Celui de la fève a été modifié, on a vu, puisqu'elle n'a pas continué à tomber tout droit, mais elle s'est arrêtée au sol, et celui de la Terre aussi. Alors certes, la Terre n'a pas beaucoup bougé. Mais quand même. Mais elle a bougé un tout petit peu. Alors en réalité, elle n'a pas bougé d'un seul bloc, parce qu'en réalité, c'est plus tous les atomes qui sont dans le sol qui se sont mis à être agités d'une certaine manière, ça produit de la chaleur et puis ça va se propager. Enfin, toujours est-il que la Terre n'est plus exactement dans la même configuration qu'avant que la fève soit lâchée. Et puis autre chose, en lâchant la fève, ça a fait bouger de l'air. Donc autrement dit, on a perturbé l'atmosphère, et donc, dans quelques années, les tempêtes, les catastrophes et tout ça qui existeront ne seront plus exactement les mêmes. Donc, là, on vient quand même de changer pas mal de choses, là, en laissant tomber, du fait de cet effet papillon. Et par conséquent, et alors il y a aussi un autre effet, donc il y a le problème qu'on a déplacé la Terre, qu'on a déplacé l'atmosphère, et puis aussi le fait que la fève, on l'a dit au début, elle attire Saturne, et Saturne attire la fève. Donc la fève, en étant ici, n'attire pas la Saturne de la même manière qu'en étant en haut, qu'en étant en bas. Donc autrement dit, on a aussi vu un effet, non pas seulement sur la Terre, mais aussi directement sur Saturne. Mais aussi sur toutes les autres planètes du système solaire. Alors quand même, l'effet sur Saturne, il n'est pas tout à fait immédiat, parce que ça se propage à la vitesse de la lumière. Donc en réalité, on vient de déplacer Saturne, mais seulement dans environ 45 minutes. 78 en fait, si je peux me permettre. Pardon ? 78 minutes. 78 minutes. Oh pardon, j'avais pas les chiffres de la dernière actualité. Donc dans 78 minutes, Saturne ne sera plus au même endroit, de pas beaucoup, hein, mais ne sera plus au même endroit que si la fève n'avait pas chuté. Exactement. Et donc tous ces effets combinés font que finalement, cet écart, il est certes minuscule aujourd'hui, c'est-à-dire que la position de la Terre maintenant par rapport à la position de la Terre telle qu'elle serait si on n'avait pas lâché la fève, c'est vraiment pas grand-chose. Demain, ce sera encore pas grand-chose. Après-demain, ça va. Dans 50 ans, on a le temps. Hein. Dans 70 ans, dans 100 ans... Alors là, ça commencera à avoir des effets quand même sur l'atmosphère déjà depuis un petit moment. Par contre, sur la position des planètes en elles-mêmes, vraiment pas. Dans quelques milliers d'années non plus. Par contre, quand on va commencer à compter plus longuement, on a dit en 60 millions d'années tout à l'heure, alors 60 millions d'années, là la perturbation est un peu trop petite pour que vraiment 60 millions d'années ça compte, mais disons que quand on va être en centaines de milliers d'années et quelques milliards d'années, eh bien effectivement ça va changer quelque chose, et Saturne en particulier ne sera plus exactement pareil dans le ciel, le fait qu'on ait perturbé ou qu'on n'ait pas perturbé la trajectoire, la trajectoire de la Terre en lançant la fève dessus de cette manière. Autrement dit, cette toute petite modification va changer la position de Saturne dans le ciel. Alors, pour revenir quand même à ce qu'on disait tout à l'heure, ça va changer la position, mais ça ne va pas changer sa trajectoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des événements cataclysmiques pour les planètes internes du système solaire. C'est-à-dire que peut-être que là, en lâchant la fève, tu viens peut-être d'éjecter Mars du système solaire. Non, tu déconnes. Il y a peu de chances. Hein. Ouais, je préfère ça. Ouais.
Il y a peu de chances, mais peut-être. Mais alors peut-être aussi que si tu l'avais pas lâchée, elle aurait été éjectée et que tu viens de la sauver en fait. C'est-à-dire on ne sait pas dans quel sens ça marche. C'est-à-dire qu'on change la position de départ, mais on ne sait pas exactement. Ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. Et on sait calculer les probabilités de ça? Les probabilités que je l'ai éjectée ou que, au contraire, je l'ai sauvée d'une... Alors les probabilités justement, elles sont données par les simulations. C'est-à-dire qu'il faut savoir si on prend des positions initiales. Combien de positions initiales donnent des positions vraiment complètement différentes ou donnent des positions qui sont à peu près similaires. Donc sur les simulations qui ont été menées dans les années 2000, eh bien, il y a eu 2501 simulations. Je ne sais pas pourquoi le 1, quand ils ont lancé l'ordinateur, il y avait 2501, genre 2501. La première, c'était le test, en fait. C'était peut-être le test. Et sur ces 2501, ils en ont trouvé seulement une seule qui donnait des trajectoires qui étaient des trajectoires du système solaire interne qui étaient vraiment très perturbées, c'est-à-dire avec des trajectoires, avec des orbites de Mercure, de Vénus, de Mars qui bougent beaucoup. Et une fois qu'ils ont trouvé celle-ci, eh bien, on a pu relancer à partir de celle-ci pour avoir des affinements de celle-ci pour voir dans les différents scénarios qui justement perturbent les orbites du système solaire, savoir ce qui pouvait se passer. Et alors là, on a des chiffres. Alors, je ne les ai pas de tête. Et alors, sur 201 cas étudiés à partir de cette déstabilisation, 5 finissent par une éjection de Mars hors du système solaire. Mais non. Tous les autres conduisent à des collisions entre planètes ou entre une planète et le Soleil en moins de 100 millions d'années. Un cas aboutit à la collision entre Mercure et la Terre, 29 cas à une collision entre Mars et la Terre, 18 à une collision entre Vénus et la Terre. Autant dire des scénarios qui ne sont pas très agréables. Mais on sera plus là. Bah, je suis même pas sûr qu'il y aura encore des humains. Ah ça, on n'en sait rien, on verra. Ouais, ils nous raconteront. Bref, maintenant vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez déplacer Saturne ou n'importe quelle autre planète avec une galette des rois ou n'importe quel objet, eh ben, vous faites un truc avec. Et ça marche. Rendez-vous dans des milliards d'années pour savoir quel sera le résultat de cette expérience. Voilà, donc dans 4 milliards d'années. Merci.